Aujourd'hui, je vous propose une rétrospective de ce que l'on sait de la vie de Nordal Lelandais. Voici donc les faits connus de sa vie et ensuite je vous parlerai de mes interrogations sur ces zones d'ombre. Et ensuite, je vous dirai quelques mots de la cellule Ariane et des affaires qui éventuellement pourraient être liées à Nordal Lelandais. Nordal Lelandais est né le 18 septembre 1983 dans les Hauts-de-Seine à Boulogne-Billancourt. Son frère Sven et sa sœur le décrivent comme quelqu'un de gentil, doux et très renfermé. Il quitte brusquement le système scolaire où il était en sport-études sans avoir passé son bac. Il s'engage dans l'armée à 17 ans et demi et intègre le 132e bataillon de l'armée de terre à Suippes dans la Marne où il devient maître chien à 19 ans. Il y servira 5 ans, mais son parcours sera parsemé de nombreux faits graves, en particulier des faits de violence envers un supérieur et même un incendie dans sa chambre en y fumant du cannabis. Et donc il est réformé pour troubles psychologiques en 2004. Il retourne alors chez ses parents à Domessin en Savoie. En 2008, il se fait remarquer dans un supermarché de la région avec deux de ses compères où il se livre à une bataille de fruits et d'œufs en plein centre commercial où il brûle ensuite des drapeaux tricolores. Ils tenteront aussi de cambrioler un snack-bar près du lac de Paladru en Isère et mettront le feu à des voitures sur le parking. Il est condamné à 30 mois de prison, dont 12 fermes, mais évite l'incarcération en octobre 2010 avec un bracelet électronique. Il essaye alors de se lancer dans l'élevage canin, mais c'est un échec. Entre 2011 et 2012, il s'installe à Chambéry et vit de petites missions d'intérim. Puis il restera jusque début 2013 au centre d'alcoolologie de Chambéry pour ses problèmes d'alcoolisme et de dépression. À sa sortie, il retourne de nouveau vivre chez ses parents à Domessin. Il est décrit par ses amis comme un fêtard qui sort beaucoup. Il s'intègre facilement dans les groupes, même s'il est vu un peu comme le relou de service. Il s'incruste partout et ne fait que passer d'un groupe à l'autre. Malgré tout, il est perçu comme quelqu'un de jovial, souriant, qui aime boire, qui aime faire la fête et surtout qui est apprécié des filles. Mais il a un autre visage. Ses ex-petites amies le décrivent comme quelqu'un de menteur, manipulateur, qui peut même être violent et menaçant quand on le quitte. Certaines ont raconté que dans l'intimité, il les obligeait à faire des choses et les filmer sans leur consentement, puis diffuser les films. Un ex-patron le décrira même comme quelqu'un d'ingérable et d'agressif qui ira jusqu'à le menacer d'incendier son entreprise. C'est en 2017 que tout bascule. 12 avril 2017, disparition du caporal Arthur Noyer, 24 ans, qui fait partie du 13e bataillon des chasseurs alpins. Ce soir-là, Nordal rôde dans le centre-ville de Chambéry. Son ex révélera plus tard qu'il était dans un état de frustration et de colère. Arthur passe la soirée avec ses amis en discothèque à Chambéry. Les témoins ont aperçu une Audi A3 aux abords de la discothèque avant 3 heures. Arthur quitte ses amis vers 3 heures et décide de rentrer en stop à la caserne située à Barbie à moins de 5 km. Il est filmé par les caméras de surveillance rue de la République à 2h56 et Nordal dans la même rue à 2h58. L'analyse des téléphones portables montre que les deux téléphones bornent aux mêmes endroits au même moment, ce qui laisse à penser qu'ils sont dans la même voiture. 3h05 à Saint-Baldolphe, puis à 3h11 à Apremont. Vers 4h, la trace d'Arthur est perdue. Nordal avouera tardivement l'avoir tué au cours d'une bagarre. Le 11 juillet 2017 dans le Gard, Nordal garde sa petite cousine de 5 ans. Pendant que celle-ci dort, il se livre à des attouchements qu'il filme avec son portable. Le 20 août 2017, il récidive chez lui sur sa petite cousine. Il lui fait subir des attouchements pendant qu'elle dort et il se filme avec son portable. Les enquêteurs retrouveront plus tard les films sur son téléphone, même s'il les a effacés. 26 août 2017. C'est le mariage à Le Pont de Beauvoisin, à la salle des fêtes. Nordal s'est fait inviter la veille par téléphone par le marié qu'il connaît. Le 26 août au matin, il fait des recherches sur Internet avec des mots-clés qui redirigent vers des contenus pédophiles. L'après-midi, tout en étant au vin d'honneur, il envoie de nombreux messages à son ex pour avoir un rapport sexuel. Nous retrouvons un air de déjà-vu. Vers 21h30, il repart de la salle des fêtes puisqu'il n'est pas invité au repas et passe à une autre soirée, un anniversaire qui a lieu dans le même village. Vers minuit, il revient au mariage pour le dessert. Il fait alors connaissance avec Maëlys. Il l'accroche en montrant des photos de ses chiens sur son portable. D'ailleurs, sa mère est présente. Tout ce qu'on sait de ce qui s'est passé, on le tient simplement de ce que Nordal a bien voulu dire puisqu'il n'y a aucun témoin. Il s'est arrangé pour qu'il quitte la salle par des entrées séparées, et Maëlys n'a pas été vue monter dans la voiture de Nordal. Elle voulait voir ses chiens
et il lui a proposé de l'emmener les voir. La voiture est filmée par une caméra de surveillance du centre-ville de Pont-de-Beauvoisin à 2h47. On distingue sur l'image de la vidéosurveillance une silhouette de petite fille avec une robe blanche sur le siège passager, blottie contre la portière. Selon Nordal, Maëlys se met à avoir peur, à crier, à pleurer sur le trajet. Il va alors la frapper violemment au niveau de la tête. D'ailleurs, à la reconstitution, le mannequin en a même perdu la tête. Je rappelle que Nordal faisait de la musculation et a pratiqué 4 ans la boxe thaï. Il dira même qu'à travers Maëlys, il reverra le corps d'Arthur Noyer et que ça l'aurait rendu fou. Cette version n'a convaincu ni les psys, ni les parties civiles au procès. Vers 3h du matin, les parents s'aperçoivent de la disparition de Maëlys. Vers 3h30, Nordal est revenu à la fête. Tout le monde est en train de chercher Maëlys. La mère lui pose des questions. Il lui répond qu'il ne l'a pas vue, sur un air complètement détaché. Il prend part aux recherches, puis s'éclipse quelques minutes avant l'arrivée des gendarmes. Il met son téléphone en mode avion pour ne pas être géolocalisé. Puis il part à une 15aine de kilomètres en direction de la Chartreuse, sur la commune d'Attigny-Ronsin. Il dépose le corps, à même le sol, sur une partie escarpée de la forêt. Il abandonne le corps en pleine montagne. Les gendarmes arrivent vers 4h. Les chiens sur place détectent des traces laissées par Maëlys qui ne sortent pas de l'enceinte de la salle des fêtes. Cela montre qu'elle est partie à bord d'une voiture. 27 août 2017. Nordal est interrogé par la gendarmerie qui essaye de retracer le déroulement de la soirée. En effet, il a été remarqué qu'il s'est absenté plusieurs fois. Il justifie sa première absence pour aller voir ses chiens, une deuxième pour aller chercher des bières et une troisième pour aller changer son short qui a été taché de vin. Il s'avérera qu'en fait, il était parti se réapprovisionner en drogue. Un élément va cependant intriguer les enquêteurs. Le short soi-disant taché de vin reste introuvable. Lors de son audition, Nordal présente des griffures au bras et à la jambe. Il l'explique par du jardinage. Il repart de la gendarmerie à 16h50. En sortant de la gendarmerie, il va laver sa voiture de fond en comble pour essayer de faire disparaître toute trace et fait fermer une de ses 2 lignes de téléphone. 31 août 2017, il est de nouveau entendu. Une perquisition a lieu au domicile de ses parents où il vit. Sa voiture et son ordinateur sont saisis. Grâce à l'ordinateur, il apparaît que Nordal s'affiche avec des filles sur les réseaux sociaux, mais fréquente assidûment les sites de rencontres homosexuelles et donne rendez-vous vers le lac d'Aiguebelette à 2 jeunes hommes. Les gendarmes trouvent aussi d'étranges recherches faites sur Internet en avril 2017 sur la décomposition d'un corps humain et la manière de le faire disparaître. De ce fait, l'enquête va s'élargir sur d'autres affaires de disparition. L'étude de la ligne de téléphone fermée quelques jours plus tôt montre que Nordal a activé le mode avion de son téléphone à 2h46 le soir du mariage, ce qui pourrait correspondre à l'heure de la disparition de Maëlys. Il le désactive à 3h25 quand il revient au mariage, puis il repasse en mode avion à 4h quand il quitte le mariage et le désactive à 7h06. Grâce à la vidéosurveillance, les enquêteurs découvrent qu'après son audition le lendemain du mariage, Nordal est allé laver sa voiture à la station de lavage des Abrets en Dauphiné et qu'il a nettoyé sa voiture pendant 2h17. Les tapis du coffre et celui côté passager sont passés au détergent. Il prend un soin particulier à nettoyer le côté passager et nettoie toutes les poignées intérieures et extérieures avec des lingettes qu'il remet dans un sac qu'il emporte avec lui. Il justifiera ce comportement par le fait qu'il allait vendre sa voiture. La vidéosurveillance installée au coin du commerce Optique 2000 montre qu'à 2h47, la voiture de Nordal est passée à ce niveau. On voit une silhouette de fille brune en robe blanche sur le siège passager, comme Maëlys. Le même véhicule est de nouveau filmé en sens inverse à 3h24 par la même caméra. Le conducteur est alors seul dans la voiture. 30 novembre 2017, il est mis en examen pour séquestration et meurtre. 20 décembre 2017, il est mis en examen et détention provisoire pour le meurtre d'Arthur Noyer. 14 février 2018. Une goutte du sang de Maëlys est retrouvée dans la garniture du coffre de l'Audi A3 qui a été complètement démonté. Ne pouvant plus nier, Nordal va passer aux aveux. Il dit avoir quitté le mariage avec Maëlys vers 2h45. La mort de Maëlys se serait produite par accident
et il aurait déposé le corps à proximité de chez ses parents avant de se changer et de retourner au mariage à 3h25. Il serait revenu vers 4h pour récupérer le corps et aller s'en débarrasser. Sur ces indications, des fragments d'os du corps de Maëlys, ainsi que sa robe et des chaussures, sont retrouvés dans le massif de la Chartreuse, au niveau des gorges de Chaille. 9 mars 2018, il reconnaît avoir pris le caporal Noyer en stop pour le redéposer à sa caserne. 29 mars 2018, il est conduit au col de Marocaz où le crâne du caporal Noyer a été retrouvé. Il avoue alors l'avoir tué sur un parking de Chambéry au cours d'une bagarre, mais ne donne pas plus d'explications. 11 mai 2021, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3 pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Il ne fait pas appel. 18 février 2022, après 3 semaines d'audience, Nordal Lelandais est condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. C'est la peine maximale. Il comparaissait pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Maëlys, mais pas pour viol, faute de preuves, mais aussi pour les 2 agressions filmées sur ses 2 cousines et la détention d'images pédopornographiques. Il a indiqué qu'il ne ferait pas appel de cette décision. Les expertises psychiatriques pratiquées lors de sa détention ont montré une personnalité clivée de type pervers, un individu incapable d'éprouver de la honte ou de la culpabilité, un homme à la dangerosité criminologique extrêmement importante. Pendant le procès, Nordal a bien avoué son addiction au sexe, c'est-à-dire de nombreuses relations, ainsi que la consultation pendant plusieurs heures par jour de sites porno. Il dit aussi avoir développé une addiction à la cocaïne qui lui permet d'être en dehors de la réalité, ce qui lui permet de cacher à ses amis sa profonde dépression. Alors, première zone d'ombre. Est-il un prédateur sexuel ? Déjà, est-il bisexuel ? Oui. Il y a suffisamment de témoignages pour savoir qu'il avait à la fois des relations avec des hommes et des femmes. Était-il addict au sexe ? Oui, il le reconnaît lui-même. Est-il un délinquant sexuel ? Oui. Les faits ont prouvé qu'il a eu des attouchements sur ses petites cousines. Mais concernant Arthur et Maëlys, il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu des violences sexuelles, étant donné qu'on n'a retrouvé que des ossements et que Nordal n'a absolument rien avoué. Il est à noter tout de même que suite au dernier procès, il a été noté sur le fichier des délinquants sexuels. Bien sûr, la famille d'Arthur Noyer est persuadée que c'est le fait que Nordal ait forcé Arthur à avoir une relation sexuelle qui a provoqué la bagarre et donc la mort d'Arthur. Et je pense que la famille de Maëlys est aussi persuadée qu'il y a eu violence sexuelle. Mais hélas, nous ne le saurons jamais s'ils ne parlent pas. La deuxième zone d'ombre dont je voudrais parler est l'hypothèse qui a été proposée par Carl Zero et le journaliste Oli Porosantoro, qui est que Nordal Lelandais ne serait qu'un exécutant. Cela ne remet pas en question le fait que ce soit un pervers sexuel, peut-être même un prédateur, peut-être même un pédophile, mais grâce aux enquêtes qu'ils ont menées, ils avancent le fait qu'il y aurait d'autres personnes qui lui auraient donné des ordres. Je vous mets dans la description les liens des émissions, donc ça s'est passé sur Touche pas à mon poste, où Carl Zero parle de cette hypothèse. Mais bien sûr, si on réfléchit un petit peu, il est évident que si c'est vrai, s'il obéit à des ordres, il ne risque pas de parler, parce qu'il a 22 ans de sûreté, donc quand il sortira de prison, il aura 60 ans, et donc c'est évident qu'il ne va pas parler et prendre le risque de sortir à 60 ans et de se faire zigouiller parce qu'il a parlé et qu'il a balancé des noms. Donc en gros, s'il a exécuté des contrats ou répondu à des commandes, il ne va pas l'avouer. Et là, le seul moyen de le savoir, ça serait que quelqu'un d'autre parle. Dans la foulée des affaires Maëlys et Arthur Noyer, la cellule Ariane a vu le jour début 2018. Composée de 7 gendarmes, cette cellule est créée en vue d'un travail titanesque. Refaire le parcours de vie de Nordal Lelandais, alors âgé de 34 ans, sur plus de 10 ans, et le confronter à des dossiers de disparition ou de décès toujours pas résolus. Ainsi, de 900 dossiers au départ, la cellule en a retenu 40, puis 14 jugés prioritaires. 13 disparitions inquiétantes en Savoie, Isère, Drôme et Rhône, et une mort suspecte. Mais ce n'est pas la cellule qui enquête. Une fois les priorités fixées, les dossiers sont relancés dans la gendarmerie concernée. Donc pour l'instant, au grand regret des familles de victimes, il n'y a pas encore de retour.
Vous trouverez dans les liens en description des vidéos sur la mort suspecte de Thomas Rochekolb et des disparitions qui font sûrement partie des 13 prioritaires. Jean-Christophe et Ahmed, les disparus de Fort-de-Tamier, ainsi que Malik Boudvillain. Ainsi s'achève pour moi le dossier Nordal-Lelandais, en tout cas pour l'instant. Tout dépendra en fait des enquêtes en cours. Une chose est sûre, c'est que s'ils ne parlent pas, on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. Ce qui est terrible quand on creuse un peu dans la vie de tous ces criminels, c'est qu'on se rend compte qu'à la base, ils ont l'air de personnes tout à fait ordinaires, telles que l'on en côtoie tous les jours. C'est pour ça que les philosophes antiques avaient compris il y a bien longtemps que l'homme est un loup pour l'homme.